Donc bonjour Dominique, comment vas-tu? Allô, ça va très bien, Mélissa, et toi? Ça va bien. Donc j'ai vu ton Facebook. Il y a beaucoup de photos et de commentaires qui sont par rapport à ton œuvre sur Dessalines. Donc parle-moi de ton expérience. Donc, oui. Mon expérience à faire cette sculpture des Salines. Bien, très émotif à ce moment que j'ai passé à la maison du citoyen. Le fait d'avoir fait l'œuvre, d'avoir vécu avec cette œuvre pendant 10 ans. 10 ans. 10 mois. Ça avait l'air de 10 ans. 10 mois. Je connais, je pensais que je connaissais tous les détails, tout. Mais de la voir dévoilée aux yeux du monde, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a touché profondément. Aussi le symbole qui est Dessalines, c'est quand même pas un petit symbole, puisque Jean-Jacques Dessalines, c'est le père de la nation haïtienne et celui qui a en fait libéré Haïti de l'esclavage. Les troupes de Napoléon voulaient rétablir l'esclavage en Haïti. Alors lui, il a dit liberté ou mort. Maintenant, on dit liberté et vie. Mais à l'époque, c'était vraiment le cri de ralliement. Et de voir cette œuvre m'a fait la voir d'un œil nouveau. Et j'ai été très émue par l'expérience. Oui, c'est parfait. Donc maintenant, quelle est ta prochaine étape? Quel est ton La projet prochaine futur? étape. Ça fait toujours peur, cette question. Parce que on dit, oh, I have to beat that. Il faut que je fasse mieux que ça, tu sais. Euh, j'ai quand même des projets parce qu'il y a des choses qui m'interpellent. Il y a un projet que j'ai mis de côté pour faire des salines, en fait, qui était une commande de la communauté haïtienne d'Ottawa-Gatineau et pour faire don à la ville. Et l'ambassade aussi, évidemment, d'Haïti au Canada y a participé. Donc, c'était une commande qui m'a pris tout mon temps pendant une dizaine de mois, parce qu'en plus, j'ai aussi un autre métier. Donc là, j'ai mis de côté une œuvre qui est un personnage mythique. Et moi, ce qui m'intéresse avec ce personnage qui s'appelle Icare, c'est qu'il a fabriqué des ailes en cire et il s'est élancé d'un rocher, il s'est lancé dans le vide et on dit que le soleil a brûlé ses ailes et qu'il est tombé et qu'il est mort. En fait, pour moi, ce que ça représente, c'est vraiment cet élan vers l'idéal. C'est d'essayer de se dépasser, d'aller encore plus loin que d'autres l'ont fait avant nous. Et je voulais le faire avec un physique africain pour représenter notre avenir, nous, au peuple qui descendent de l'Afrique. Hmm. J'ai vu tes œuvres sur ton site et aussi j'ai eu la chance de les voir en personne. Je voulais savoir d'où te vient ton inspiration parce que Icar, c'est pas un personnage que tout le monde connaît. Non, c'est Donc, vrai. c'est ça. Donc, où tu Ouais. puises ton inspiration? D'où te vient? C'est une belle question. Parfois, c'est moi qui décide. Ok, je me dis, je veux faire Icar, ou je veux faire des masques, ou je veux faire bon, des salines, par exemple, puisqu'on m'a demandé. À d'autres moments, ça me vient. Enfin, je sais pas d'où ça nous vient, hein, les artistes, mais il y a comme un impératif de faire quelque chose. Il y a une image qui commence à s'imposer où on prend la glaise et on pense qu'on va former quelque chose et on forme autre chose. Donc c'est un processus qui est un peu magique. Il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Et parfois on capte aussi des images que d'autres ont captées. Parce que Icare, il y a un sculpteur très fameux, je ne le savais pas, qui a fait un Icare pour le Cirque du Soleil. Il y a un morceau dans la dernière pièce du Cirque du Soleil qui est autour d'Icare. Euh, Au même moment où moi je sculptais un Icare, les idées se communiquent. Hein? Donc c'est un processus rationnel et irrationnel. C'est de là que vient l'inspiration. Oh. Donc, je sais aussi que tu es consultante et artiste. Oui. Donc, lorsqu'on te rencontre, est-ce que... Ouais, on va reposer la question. Ok. Dominique Dennery, c'est une consultante et une artiste. Oui. Donc, toi, crois-tu qu'un jour, tu vas laisser une profession tomber pour l'autre ou tu penses exploiter les deux sphères de ta vie? Un informe l'autre. C'est-à-dire que j'ai commencé la sculpture comme hobby.
Et ça aurait pu rester un hobby. Sauf que j'ai eu l'occasion d'aller en année sabbatique et de passer une de ces années, une année presque complète, sur 2 ans que j'ai passé à l'étranger, à, à faire que de l'art, que de la sculpture. Ça faisait des années que j'en faisais. Et en même temps, là, j'ai pu me concentrer que là-dessus. Et avec cette expérience-là, une première exposition que j'ai fait, étudier avec un maître sculpteur, un doctorat en sculpture de l'Université de Moscou, maîtrise en sculpture de l'Université de Londres, un homme extraordinaire au Sri Lanka. Ça m'a donné une certaine confiance et ça m'a donné envie de continuer cette exploration-là. J'ai mon entreprise et ce que j'adore dans mon entreprise, c'est toute la dynamique humaine, le potentiel humain, sculpter en fait l'énergie humaine. Donc, je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'il faut que tu choisisses. Et quand je suis revenue au Canada de l'étranger, j'ai pas pu faire beaucoup de sculptures. Mais depuis, j'ai choisi de prendre le temps, comme les gens vont prendre le temps de faire de l'exercice, vont prendre le temps de faire de la cuisine ou de faire leurs courses ou bien d'aller courir dehors ou bien de passer du temps avec leurs enfants. Ou... Moi, je choisis de passer du temps avec mes idées de sculpture, ma glaise, toutes les semaines et avec le temps, ça construit des œuvres et ça me relaxe. Bon, la commande pour la ville, c'était pas très relaxant, mais sinon, c'est un processus quasi méditatif qui me permet d'être en contact avec moi d'une façon spéciale et peut-être plus que moi, hein, l'inconscient collectif, et ensuite de pouvoir transmettre ces idées-là dans de la glaise. Alors, ça permet aussi d'être plus zen dans mon travail. Je pense que les deux peuvent continuer à coexister dans ma vie. Puis maintenant, je voudrais savoir quelle est ton œuvre préférée et pourquoi. Mes œuvres préférées, souvent, c'est ce qu'on a plu, hein, qu'on aime. Alors, C'est vrai. donc c'est une œuvre, j'avais fait une œuvre unique, pas de moule, donc elle est restée au Sri Lanka, elle a été achetée immédiatement, il y avait 2 femmes qui se battaient pour elle, à l'exposition que j'ai faite à Colombo. Et c'était une prêtresse, enfin je l'avais appelée prêtresse, mais c'est un visage, je ne sais pas d'où il m'est venu. Et elle avait un tel calme, elle était tellement belle et presque royale, si tu veux. Il y avait un message pour moi là-dedans et je ne peux plus la voir maintenant. Elle est restée dans une maison d'une personne très riche, au bord de la mer. Mais ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est continuer à laisser ces images venir pour pas avoir que des regrets, hein, pour dire ah j'aurais pas dû laisser partir celle-là. Chaque œuvre qu'on fait devient un bébé. Et j'ai pleuré quand j'ai vu Dessalines, non seulement parce que c'était émouvant de le voir révéler comme ça, mais aussi parce que je laissais aller mon bébé. Et je pense que c'est un processus constant qu'on a à vivre comme artiste. Merci. Donc, je vois aussi que tu as beaucoup de statues ou d'œuvres qui traitent de la femme, qui parlent de la femme ou qui représentent la femme. Pourquoi la femme? Pourquoi Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de voix, hein, jusqu'à présent. Je dis pas qu'on voit pas beaucoup de femmes très puissantes maintenant et qui ont de l'influence. Ça, c'est formidable. Je suis très contente de voir cette évolution au cours des 20, Le 30, cabinet 40 aussi, là. dernières années. Maintenant, avec Trudeau. Trudeau qui vient de mettre la moitié, et pas des petits portefeuilles, hein, des portefeuilles importants à des femmes. Donc, je pense qu'on on évolue de plus en plus. Mais il reste des problèmes très importants. Et la représentation des femmes maintenant me dérange. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit des femmes d'un certain look et c'est presque standardisé, hein, Barbie. Et pour moi, je veux représenter des femmes fortes. Je trouve que c'est important d'avoir l'image vaut 1000 mots. C'est important de trouver des images qui vont parler aux gens. J'ai vu l'évolution sur l'Internet du fait qu'avant on avait des photos. Maintenant, on a surtout des vidéos. Les gens veulent voir des images qui bougent et en 3 dimensions. Et pour moi, plus je peux faire valoir la force de la femme, la divinité de la femme, plutôt que la créature qu'on a réduite
à Ève, à des petits personnages, la petite sirène qui veut devenir humaine quand elle est capable de nager sous l'eau de façon extraordinaire, mais qui aime un homme et qui va se sacrifier pour ça. Je trouve que c'est important d'offrir un contrepoids. Alors, toutes mes œuvres, c'est un peu pour aller à l'encontre Des des stéréotypes. stéréotypes et des mythes qui ont été créés par qui? C'est pas un hasard que les gens dans les livres d'histoire ressemblent à ceux qui ont écrit cette histoire. Alors c'est à notre tour maintenant d'écrire l'histoire autrement. Pour les femmes, pour les descendants d'Afrique, pour les Haïtiens. Donc, maintenant, est-ce que c'est une question quand même pas difficile, mais est-ce que tu serais féministe par hasard? Absolument. Fière de l'être? Absolument. Absolument. Pour moi, c'est pas d'être à l'encontre des hommes. Féministe, ça veut pas dire qu'on est agressive ou qu'on met les hommes de côté. J'ai un fils extraordinaire, plein d'hommes intéressants dans ma vie, des frères, des amis. Pour moi, c'est important à ce moment-ci, dans la vie de la planète, de rappeler que les femmes sont sacrées, que c'est pas OK de diminuer, de violer, de réduire à rien du tout, d'abandonner, de traiter les femmes comme on les voit traiter à tellement d'endroits autour de nous, dans nos vies aussi, des situations difficiles. Donc pour moi, le fait d'être féministe, c'est un rappel que la féminité fait partie de ce qui est important sur la planète, que c'est les femmes qui reproduisent la vie, que c'est les femmes en fait qui sont le potentiel le moins développé sur la planète et que c'est les femmes qui sont l'avenir de la planète. Alors, oui, féministe. Tout à fait. Et une dernière question. Donc, ça c'est une question qui va te demander de réfléchir et de penser au passé. Si tu avais un conseil à donner à toi-même, mais lorsque tu avais 16 ans, Wow, quelle belle question. qu'est-ce que tu dirais? Quel conseil? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? C'est une belle question. Le mot qui me vient est en anglais, bolder, be bold. Comment on dirait ça en français? D'avoir du front tout le tour de la tête, d'être plus osé, d'oser plus. J'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse à regarder par terre. Je me faisais siffler dans la rue ou accoster, tout ça, quand j'étais plus jeune. Et c'est comme si j'essayais de prendre le moins de place possible. Et dans les salles de réunion, à n'importe quelle situation, surtout comme femme d'un groupe minoritaire au Canada où il n'y en avait pas beaucoup. Donc je ne prenais pas beaucoup de place. Et j'ai appris à prendre ma place. Heureusement, j'ai eu des gens qui ont eu confiance en moi, qui m'ont donné l'occasion de briller parfois ou de pouvoir essayer des choses nouvelles. Et j'oserais plus. J'aurais moins peur d'aller parler à quelqu'un de haut placé pour dire, bon, j'ai envie de connaître votre opinion, ou bien parlez-moi de comment vous êtes arrivé ou vous êtes arrivé. J'aurais moins peur d'intervenir puis de dire, non, je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que c'est une bonne façon de procéder. Ou bien de dire à quelqu'un ça manquait vraiment de respect ce que vous avez fait là. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de ce que vous faites maintenant? Ou bien de dire, parce qu'un homme s'intéresse à toi, ou un jeune homme s'intéresse à toi, que tout d'un coup, toi, tu acceptes d'être l'objet de son intérêt, ben s'il ne t'intéresse pas, il ne t'intéresse pas. Alors, de pouvoir être beaucoup plus confiante, puis pas de façon artificielle, mais de faire confiance à son instinct. De dire, voilà, ça, si ça me dit oui, ou ça me dit non, ou ça me dit d'écouter ça, parce que ça ne ment pas. Notre corps ne ment pas. On a beau se dire non, c'est pas raisonnable, t'as envie de faire le tour du monde, ou bien t'as pas envie d'aller dans tel domaine d'études. Je sais que pour toi c'était une question que tu t'es posée, ou bien t'as envie de vivre ici, ou t'as envie de parler à cette personne, et on se dit mais non, quand même, voyons, ben non.
Et on se raisonne au lieu de suivre cette impulsion. Et cette impulsion, c'est souvent de faire des choses qui ont quand même du front tout le tour de la tête, comme on dit dans le patois au Canada, ou bien des choses courageuses. Hein, des choses courageuses. Ou d'aller vers quelqu'un et de lui donner une caresse en disant, tu sais, je t'aime. Parce que parfois, ces gens-là disparaissent de nos vies ou même meurent tout simplement et on n'a pas eu l'occasion de faire ça. Donc de suivre son instinct, de suivre sa passion, parce que quand on suit sa passion, on le fait bien. Tandis que quand c'est des choses qu'on a appris, qu'on s'est obligé de faire, on ne le fait jamais aussi bien que quelqu'un dont c'est vraiment la passion. Merci beaucoup, Dominique. C'était un bon conseil. Donc, sur ces mots, je te souhaite une bonne soirée et Merci. reste à l'écoute. À la prochaine. Merci, Mélissa. Au revoir.